Quel est le rôle, l'utilité et l'importance fédérative, l'importance des institutions consulaires, patronales, fédératives, associatives en République de Guinée? Je vous remercie. Moi, je suis Lad Boubacar Fofana. Je suis le président de la Fédération nationale des artisans de Guinée. Je suis 4e vice-président du Conseil national des organisations de la société civile, chargé des activités sociales, réseaux et des organisations socio-professionnelles. Ce que vous venez de dire, il y a une importance de savoir que les institutions consulaires, les institutions patronales, les organisations patronales, la société civile sont des outils dont la démocratie dans les pays dont l'économie est libérale ont mis à la disposition des acteurs par la volonté politique du gouvernement pour aider au développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté. Pour cela, il y a souvent d'amalgame de ne pas comprendre ces institutions, leur rôle. Si je prends par exemple la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, la Chambre d'agriculture, elles font la promotion du secteur privé, l'accompagnement du secteur privé et l'investissement du secteur privé. C'est eux qui sont appelés à initier, à outiller et à accompagner les opérateurs économiques pour leur installation, pour leur déplacement, pour leur investissement. Ça, c'est la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et la Chambre d'agriculture dans le domaine agricole. Le deuxième élément, c'est au niveau patronal, qui sont des employeurs qui coiffent les employés qui travaillent pour eux, eux aussi ils sont syndiqués, et il y a le gouvernement, il y a le tripartite. Gouvernement, employés et employeurs. C'est le syndicat, c'est le patronat, c'est l'administration. Les trois collaborent pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, pour améliorer l'existence de la formation et du perfectionnement des travailleurs, pour améliorer le salaire des travailleurs et les conditions de vie des travailleurs, pour pouvoir renforcer l'outil de production qui est pour les employeurs, pour pouvoir renforcer le positionnement des entreprises dans le pays et à l'étranger, et pour pouvoir vraiment améliorer le revenu des employeurs pour qu'ils puissent réellement s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l'État et des employés. Il s'agit de la société civile qui oriente et qui fait que les sans-voix ont des voix pour pouvoir réellement s'exprimer devant le gouvernement, devant les institutions, et devant tous ceux qui peuvent freiner la bonne marche de développement social dans le pays. Pour cela, la société civile joue un rôle catalyseur entre la population à la base et l'administration en haut. Les associations professionnelles, dont leur nom indique, union, l'union, association, groupement. Au niveau à la base, il y a la coopérative et le groupement qui peuvent s'organiser, des petites entités peuvent donner des groupements. Les groupements peuvent donner des associations
filières d'activité. C'est ça l'association. Et tu arrives à une union, c'est l'intercollection des filières d'activité qui sont dans les mêmes mouvements qui amènent une union, ou aux mêmes communautés qui amènent une union. Donc, sur le plan géographique, le découpage géographique peut donner une union. Union des préfectures de telles, union des filières textiles, union des filières de téléphone, union de ceci. Donc, c'est la spécialisation de l'union est liée aux activités, est liée aux filières, est liée aux données géographiques, dont le découpage territorial. Quand on guide l'union maintenant, il y a la fédération. La fédération, c'est les différentes branches socio-professionnelles des unions qui se retrouvent à un lieu où chacun s'appelle union. Il faut qu'ils s'intègrent pour être maintenant fédération. Dans un même pays, il y aura peu de confédérations. Parce que la confédération, c'est un appel d'intégratif de la sous-région, en tout cas, ou de la contrée, d'autres contrées qui peuvent créer la confédération. Mais tous ces outils répondent à l'exigence d'un besoin. C'est-à-dire, chaque fois que vous arrivez à un élément de coopérative et de groupement, leurs besoins étendus dépassent leur niveau d'organisation, on les appelle unions. Dès que les unions se réunissent, dont leurs besoins fédératifs dépassent l'union, on appelle fédération. Dès que les fédérations se réunissent, leurs rencontres dépassent fédération, on appelle confédération ou on appelle patronat. Donc, il n'y a pas des attributions de l'un pour l'autre. C'est pourquoi nous disons que le problème de leadership ne se pose pas. Et c'est des outils, par volonté politique du gouvernement et par la démocratie d'un pays, le renforcement de ces outils prouve en suffisance que le gouvernement du pays veut le développement national et social dans le pays. C'est pourquoi, si vous nous demandez cette première question, quels sont les avantages, quels sont les intérêts liés à ces différentes organisations, je pouvais dire que ces différentes organisations, s'ils fonctionnent normalement dans un pays, le gouvernement aura peu de problèmes en concerne le développement économique et social dans notre pays. En deux, vous aujourd'hui, à votre niveau, est-ce qu'il y a des résultats probants qui sont à l'actif de ces institutions? Oui, bien sûr. La première, l'un des avantages, c'est que c'est l'orientation de l'homme. C'est que l'homme acteur économique, l'homme acteur social, l'homme en un cours sait déjà où s'orienter. Dès que tu as un problème en main, il faut chercher d'abord ces problèmes-là répondent à la chambre du commerce ou à la chambre d'agriculture ou à la Conseil national des organisations de la société civile ou bien au patronat, au niveau des fédérations, au niveau des unions, au niveau des associations. Le gouvernement a tout mis en place et le législateur de notre pays a tout mis en place pour pouvoir répondre aux besoins individuels des groupes réunis par rapport à un programme ou à un problème. Donc, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça vous aide à examiner concrètement et à évaluer vos besoins et à connaître réellement quels sont nos besoins qui peuvent réellement concourir à l'amélioration de notre condition de vie, à l'amélioration de notre organisation, à l'amélioration de nos entreprises et la concurrence vis-à-vis locale
et internationales. Donc, cela veut dire, c'est des lobbies, certaines, d'autres, c'est des institutions qui peuvent réellement répondre à la place d'un individu. Maintenant, un des éléments, quand tu prends tout le nombre des opérateurs économiques du pays, des différentes sections de l'économie nationale et du côté social, et tout le monde individuellement doit avoir tous les jours un administrateur, ça pose problème. C'est pourquoi la réunification pour être dans des structures et des institutions, vraiment, ça, c'est un autre avantage. Le troisième avantage, ça facilite aux partenaires au développement, aux organisations multilatéraux de connaître quelle est la porte de rentrée du secteur privé, du patronat, de la société civile, quelle organisation, quelle filière. Donc là, c'est un moyen de voir où se trouve l'opportunité d'investissement, l'opportunité de bloquer des désordres, l'opportunité réellement de soigner certains problèmes comme l'incitation sociale si les conditions ne sont pas bien réglées par les patronats ou par les organisations de la société civile. Donc vraiment, c'est des outils qui peuvent aider à freiner certains désordres dans le pays. Donc, ils sont importants de savoir, ça c'est un avantage. Parce que la paix est un avantage pour un pays qui veut aller de l'avant. Le troisième avantage de cela, on a les informations à tirer qui peuvent nous aider à réaliser nos programmes, qui peuvent nous aider à réaliser nos investissements, qui peuvent nous aider à réaliser de nos revenus. C'est là, les institutions permettent d'être une vitrine d'information aux acteurs tout entiers, internes et externes, pour pouvoir connaître quelle est la réalité nationale dans tel ou tel domaine. C'est un avantage. Ça sécurise le pays à ne pas infiltrer n'importe comment et n'importe quel, parce que les professionnels en savent mieux que les administrateurs, leurs homologues qui rentrent dans le pays par bonne foi ou mauvaise foi. Donc, ça aide vraiment à assainir la sécurité nationale par rapport non seulement à des problèmes de troubles, mais par rapport à l'hygiène, même alimentaire, à la santé des produits importés, de la santé, de l'hygiène, même vestimentaire, qui peut dégrader carrément l'historique et autres du pays. Donc voilà des éléments dont si les institutions consulaires, patronales et la société civile est forte et sont opérationnelles, peuvent réellement contribuer facilement au développement national. Donc voilà des avantages. Merci. En parlant de formation et emploi, beaucoup pensent que les formations reçues ne collent pas aux exigences du marché du travail. Selon vous, que faut-il faire? Bon, je pense que c'est le problème de la formation. Le premier outil d'un homme, c'est le savoir-faire. Il ne faut pas qu'on court derrière ce qu'on ne connaît pas. Même quand tu l'as, ça n'est pas avantageux pour toi. Au niveau de la formation, toutes les institutions, surtout celles de patronat, son objectif, c'est le perfectionnement, la mise à niveau de tous les travailleurs requérants de leur secteur. La deuxième, les chambres consulaires sont appelées à réaliser des institutions de formation professionnelle pour qu'ils puissent réellement accompagner des acteurs. En un mot, au niveau de la chambre, il y a des filières comme l'artisanat, il y a d'autres filières encore comme BTP, il y a d'autres filières qui peuvent réellement améliorer aussi la formation sur le tas.
Mais cette formation a des problèmes à l'interne. La première, c'est qu'il y a une formation professionnelle, académique, intellectuelle, et il y a une autre formation sur le tas par les enfants déscolarisés, par les enfants non scolarisés, par des gens, en tout cas, qui veulent réellement reconverser de leur savoir, ils sont intellectuels, mais il n'y a pas d'emploi. Sur les 3 groupes de jeunes, il y a une formation sur le tas, laquelle l'équipement de production, l'équipement de travail et les outils même de travail ne sont pas toujours améliorés. Donc, d'autres qui se pensent intellectuels et difficiles à utiliser ces outils-là. Donc, il y a une grande formation par rapport au théorique, par l'administration, dont l'insertion est très difficile. Il y a une autre formation sur le tas, dont l'insertion est facile, mais le niveau de savoir intellectuel est faible. Entre les deux, il y a une formation duale que les Allemands ont fait chez eux. On ne peut pas reprendre le roux, il est rond, donc il vaut mieux faire ce qui a été réussi chez les autres. Aujourd'hui, cette application se trouve au Togo, au Bénin, au Burkina, un peu au Sénégal, mais la Guinée fait juste un pas de l'avant, un pas en arrière. Mais je suis sûr qu'avec ce ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, par une démarche, M. Damantan, par une démarche qu'on a mise en place en 2013, c'était une formation accélérée, partagée et acceptée par les responsables de la formation sur le tas et les responsables de la formation professionnelle, qui réduit aux jeunes une formation sur le tas de 4 ans et demi à 9 mois. Et le résultat est que la théorie est de 20%, la pratique est 80%. Et ça a donné des produits entre ces deux qui est aujourd'hui consommable, utilisable. Donc nous encourageons pour ne pas traîner les jeunes dans le bout et pour ne pas leur donner d'un produit qui n'est pas consommable par la société, de réfléchir rapidement et vulgariser cette moyen de formation pour que la jeunesse attende soit bien formée, dotée de documents et de certifications. Donc, en ce moment, leur insertion dans l'économie nationale devient une réalité parce qu'ils sont devenus un produit consommable. Mais en dehors de ça, ça va continuer. L'État ne trouvera jamais d'emploi pour tout le monde. Il est un État aujourd'hui, une économie libérale, qu'il a prôné pour l'économie libérale. Il ne peut plus étatiser les emplois. Il faut que les conditions soient créées pour l'employabilité individuelle, auto-emploi individuel de chacun soit une réalité et que rarement que l'employabilité administration soit secondaire. Donc je crois que c'est cette solution que je peux proposer. Et si on me demande d'accompagner une telle réflexion, je serai à leur disposition parce que je crois bien la solution se trouve là. Merci. En 4, quelles seront vos perspectives si vous êtes élu président de la Chambre du commerce? Voilà. Vous savez que la Chambre de commerce est une institution consulaire et patronale. C'est une institution consulaire, je m'excuse. L'institution consulaire doit réellement réfléchir, être un homme qui connaît le terrain et qui connaît son pays. Être un homme qui connaît les activités rémunératrices du revenu de son pays. Être un homme qui sait des différentes activités, quelles ont été leurs souffrances,
quelle a été leur condition de retard. Mais pour cela, si moi je suis élu au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, la première chose, c'est de faire l'identification et spécialisation des commerçants. Parce que le commerce est flou. Ce n'est pas simplement parce que le commerce guinéen diffère aux autres commerces de la sous-région, c'est parce que simplement il y a une rupture dans ce commerce-là par l'économie étatisée de 1964 à 1984, 85, 86. Cette rupture a amené une façon de voir manque de culture commerciale chez les opérateurs économiques. Donc il y a un besoin de formation et de perfectionnement des acteurs économiques eux-mêmes pour qu'ils puissent connaître réellement la réalité d'affaires dans le pays. La deuxième chose, mon premier combat, c'est ça d'abord, la formation des acteurs pour qu'ils puissent réellement connaître ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, comment gérer leur entreprise. La deuxième chose, c'est d'amener à comprendre qu'il faut plusieurs partenaires. Ce n'est pas seulement qui vise qu'il y ait un partenariat avec l'État, un partenariat avec la société, un partenariat avec d'autres. Il faut réellement avoir un programme de partenariat avec tout le monde. Donc l'institution consulaire est là pour s'ouvrir au niveau international, au niveau national et au niveau administratif pour que le partenariat soit visible. La troisième chose, c'est la valorisation des produits locaux, dans laquelle je ne me mise jamais de faire la promotion de l'importation pour pure et simple consommation. Il faut que la production nationale, mon programme accompagne le programme, ce que le chef de l'État a dit, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Maintenant, produisons ce que nous consommons, il faut renforcer le tissu industriel national. Il faut renforcer toutes les structures de la transformation et de la production locale. Il faut accompagner les acteurs locaux pour savoir que ces acteurs locaux de la production locale contribuent trois façons dans le développement économique et social. La première, ils valorisent les produits locaux qui sont vraiment produits par d'autres, donc ils leur renvoient la richesse. De l'autre côté, ils transforment et la société se renforce en elle-même par rapport à l'importation des matières premières qui va jouer sur notre balance de paiement en cas d'importation dont les devises existantes sont gaspillées à aller faire travailler d'autres personnes dans leur pays pour importer leurs produits finis, laquelle ne contribue pas à notre population. La troisième chose, c'est les taxes, l'impôt qui sera bien renforcé et payé. Je pense que à ce niveau, le problème d'emploi s'efface beaucoup, se réduit beaucoup et carrément, consommons guinéen est bon. Maintenant, consommons ce que nous produisons, il faut mettre les produits de qualité sur le marché pour que le consommateur n'en souffre pas de tenir de consommer guinéen parce que c'est guinéen. Il faut consommer guinéen de qualité. Pour arriver à cette qualité, il faut la former. Il faut une formation concurrente. Donc, au niveau de la Chambre, après tout ça, on va mettre des infrastructures qui vont relier l'extérieur à la Guinée, qui était notre objectif depuis la création de Chambre consulaire.
C'est les entrepôts fictifs. C'est des programmes de tueries entre la Guinée et la sous-région. C'est la concrétisation des triers de transport, les modèles de transport pour réduire réellement les fraudes. C'est de travailler pour que l'investissement soit réellement un outil de développement. C'est la création ou l'amélioration des lieux d'échange dans les marchés. C'est le travail pour la facilitation, en tout cas, de nos passages frontaliers et le déplacement des opérateurs économiques. Donc, je ferai un des axes sur ça. Un autre axe, c'est la mobilisation de ressources pour l'État, parce que sans cette mobilisation normale, on n'aura pas les centimes additionnels qui vont faire réellement fonctionner la Chambre de commerce. C'est pour améliorer directement le revenu des acteurs économiques, des opérateurs économiques, en harmonisant l'imposition normale, mais qui n'est pas abusive, pour ne pas freiner leur activité économique. Donc, en mettant en place de ces outils, je pense bien que nous ne piétinons pas sur les attributions de l'administration, il faut le dire. Celui qui est administrateur, gouvernement, il est l'administration. Nous sommes tenus à accompagner la politique du gouvernement en place. C'est la différence de la chambre consulaire au patronat. Le patronat sont érigés par des conventions internationales. Les chambres consulaires sont érigées par la loi du pays. Donc, ceux qui sont érigés par la loi du pays deviennent un outil de travail pour la nation. Et nous sommes pour pouvoir, oui, critiquer, mais c'est de négocier. Il n'y a pas de révolte aux institutions consulaires. Donc, par rapport au patronat et autres, oui, il y a des grèves, il y a des droits de tout ça, mais à la Chambre, il n'y a pas de grève. La Chambre ne grève pas. Un vendeur de l'alimentation ne peut pas gréver, fermer les portes. Je serai contre ça. Je serai contre toutes les habits de grève par des opérateurs économiques. Je travaillerai pour les sécuriser contre toutes les aléas qui peuvent freiner ou gaspiller leur économie. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand un opérateur perd son fonds de roulement, peut faire perdre 10 à 100 ou 1000 personnes. C'est un produit qu'il détient qui est en chaîne. Quand tu fermes un magasin à Koloma ou un magasin à Sosa, à Matoto, 10 personnes ou 50 personnes qui achetaient le même produit à Matoto sur place vont se déplacer pour aller la chercher carrément en ville. Si ça n'existe pas, si c'est Kinda, ils vont aller, si c'est à Kankan et si c'est à Washington, parce que c'est leur vie qui est liée à ce produit. Donc, ce que les gens ne savent pas, les casses des magasins ne sont pas une bonne affaire pour le pays. Les pillages vont s'arrêter, aura une bonne réglementation pour ne pas aussi que le commerçant se met comme gréviste pour fermer les portes sans raison. Donc, si je suis à la Chambre, je veux régler ces choses-là. Voilà un peu quelques éléments primaires qui m'amènent à penser qu'il faut mettre quelqu'un à la Chambre qui a duré, qui a une expérience. Il faut mettre quelqu'un à la Chambre qui ne se positionne pas comme un administrateur, un intellectuel qui doit être ministrable ou autre, qui pense qu'au développement socio-économique de la nation. La deuxième personne qui a un passé qui a contribué à améliorer les conditions de vie d'une tranche de population, soit nationale, sous-régionale et internationale.
ce n'est jamais des personnes qui pensent que gagnant la richesse de leur poche peut faire le bonheur de la nation. C'est opposé. La richesse est un autre. Le bonheur se crée avec tout le monde. Mais la richesse, ça c'est individuel. Tout ce qui est individuel ne veut pas accompagner le développement national. Le développement national n'est jamais individuel, il est collectif. Donc, les actions qui vont dans ce sens-là, ce sont ces actions-là que nous voulons renforcer pour que l'ethnisation et autres se quittent, pour que les actions concrètes se voient. Voilà un peu, si vous me demandez aussi, ce que je peux dire. Ouais, je n'ai pas compris. Voilà. Ouais, c'est quoi? Ah, il faut le lire. Ok. Bon, pour le secteur productif, pour la valeur ajoutée, nous pensons que c'est clair. Tous les investisseurs qui viennent ne viennent pas pour investir sur le commerce. Le commerce est un secteur tertiaire. Le commerce, c'est le produit fini. Le commerce ne fait pas la valeur ajoutée. Il distribue, mais il ne produit pas. Il peut orienter la production, mais il ne produit pas. Les outils de production sont l'industrie, sont l'artisanat, son tourisme et l'hôtellerie, son BTP au niveau de la chambre de commerce. On ne peut pas parler du commerce si ce n'est pas nous envoyer des produits finis, de qualité, de bonne et mauvaise qualité, d'extérieur, pour étouffer le développement économique et la transformation de nos produits. Si ce n'est pas à cela, le combat, c'est de se battre, cette fois-ci, pour une première fois, pour que le secteur de production soit à la tête, pour attirer l'investisseur dans le pays, pour pouvoir créer des emplois, pour faire travailler les gens. Une seule personne peut distribuer pour 50 industries de production. Mais une seule personne ne peut pas produire. C'est pour vous dire, quand il y a le renforcement de tissus de production, de transformation, et de distribution et de transformation en place, la distribution devient facile. Le commerçant n'a pas de choix. Il est distributeur, il est distributeur. Si le produit est local, il peut distribuer. Si le produit est importé, il peut distribuer. Si le produit est ceci, il peut distribuer. S'il n'y a pas ce produit de production locale, il va importer l'homologue de l'extérieur. Mais le producteur, s'il ne produit pas, son entreprise s'arrête. Donc, pour pouvoir réellement aider la nation et l'État et la paix même dans ce pays, il faut encourager la production. Et on ne peut pas le faire sans l'implication des institutions consulaires et patronales. Maintenant, les institutions consulaires qui existent, le nœud de l'institution consulaire, c'est la chambre de commerce. Si la chambre de commerce n'a pas une bonne orientation vers la production nationale et l'investissement, la mission de l'État devient contraignante parce que les acteurs ne verront jamais que cette activité est rémunératrice de revenus parce qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau de la production et l'argent facile se trouve au niveau de l'import, etc. Donc on ne cherche plus l'argent facile. Dans d'autres pays, c'est exigeant. Quand tu importes, il faut avoir une licence d'exportation de produits locaux carrément améliorée pour que tu aies une licence d'import. Je crois que l'État doit réfléchir sur ça. C'est pourquoi je crois bien que l'artisanat étant un peu PME, micro-entreprise et auto-entreprise, des individus plus de 100 000
personnes peuvent réellement trouver leur solution au niveau de la Chambre de commerce. C'est ça qui m'amène réellement d'être un candidat, et je me crois candidat potentiel pour le développement du secteur privé guinéen. Je vous remercie. Et là, quel est le message que vous avez aux citoyens guinéens par rapport à votre élection à la Chambre du commerce? Mon message est très simple. Je dis bien auto-entreprise, micro-entreprise et les PME, petites et moyennes entreprises. Cela touche environ 300 000 personnes en Guinée et 300 000 familles. Et j'ai fait plus de 15 à 20 ans avec ce monde-là. Je connais leurs difficultés, je connais leurs contraintes, je connais leurs capacités. Je suis rassuré de leur autonomie économique par rapport à leur propre activité. Je pense que mon message est que, en choisissant vraiment ma petite modeste personne au niveau de l'institution nationale qui est la Chambre de commerce, je crois que la nation va avoir un changement au niveau de l'institution. Un regard tourné vers la population, pas un regard tourné vers une mobilisation des fonds personnels et carrément oublier la population. Elle le sait qu'au niveau national, jusqu'à dans la sous-préfecture, il y a des structures de l'artisanat qui sont fonctionnelles. Et aujourd'hui, toutes les préfectures et toutes les filières sont organisées. Par cette structuration, qui n'a pas attendu les grandes contributions et les subventions de l'État, qui ont été faites par nos propres contributions, cela prouve en suffisance que quand on a une institution comme la Chambre de commerce, on peut faire des miracles pour ce pays-là. Donc on s'attend réellement à être élu à la tête de cette Chambre de commerce.